nous sommes en mesure maintenant de faire le contraste entre les trois grands formats de modulation que nous avons examinés, le FSK, le QAM et le PSK. On commence avec les courbes de probabilité d'erreur par symbole que nous avons déjà vues, disons pour le MPSK et MFSK. On commence avec une comparaison de ces deux formats. Donc, pour le MPSK, c'est le EB sur N0 et c'est la probabilité d'erreur par symbole. Nous avons les formes en cascade et plus qu'on ajoute des bits par symbole, plus qu'on augmente le nombre de points dans la constellation, les courbes en cascade vont s'éloigner de l'origine. Ça veut dire que la performance va empirer avec M plus grand. Donc, supposons l'hypothèse que la largeur de bande est constante pour cette modulation MPSK. Nous savons que plus qu'on va augmenter le M, le taux binaire va être de plus en plus intéressant, en supposant encore que nous avons une largeur de bande disponible. Maintenant, pour le MFSK, nous avons les courbes en cascade qui vont être plus proches de l'origine, plus que le M augmente, ou ici c'est K, c'est le nombre de bits par symbole. Donc, ça va améliorer la performance quand les points sont, il y a plus de points dans la constellation. Chaque fois, même si nous avons une largeur de bande disponible, ici, pour cette largeur de bande disponible, nous allons chaque fois entrer dans cette largeur de bande et le taux binaire va augmenter. Ici, non, ça ne marche pas. Chaque fois que j'ajoute, j'aurai besoin d'avoir une largeur de bande qui devient plus importante. C'est certain que le taux binaire va croître, mais aussi la largeur de bande. Donc, on ne peut pas le voir, ce comportement spectral à partir de cette graphique, mais il faut avoir comme en tête les deux expressions, l'expression pour la probabilité d'erreur et pour l'efficacité spectrale. Donc, nous pouvons voir ici une table qui essaie de résumer un peu ou de mettre quantifier les performances. Donc, c'est une manière de faire le contraste. Donc, par exemple, ici, c'est le nombre de points dans la constellation M. Donc, ça va agrandir de binaire vers le 32 PSK ou FSK. Et bien sûr, K, c'est le nombre de bits par seconde. Ça va augmenter. Nous allons, pour cette comparaison, fixer le taux binaire. Donc, nous allons envoyer toujours 9600 bits par seconde. Et pour la transmission, nous allons permettre la largeur de bande de changer. Donc, nous allons toujours forcer le taux binaire d'être cette valeur-là. Et nous allons remarquer, mais finalement, ça veut dire quoi pour la largeur de bande occupée pour le MPSK et la largeur occupée pour le FSK non cohérente. Donc, où l'espacement est un peu plus grand parce que nous faisons la détection non cohérente. Nous avons finalement aussi une colonne qui représente le EB sur N0 en dB. Et pour comparer la performance des deux, je vais fixer la probabilité d'erreur permise. Donc ici, c'est 10 à la moins 5 pour les deux. Et je cherche dans mes courbes de probabilité d'erreur pour voir c'est quoi le EB sur N0 nécessaire pour atteindre la probabilité d'erreur binaire de 10 à la moins 5. Et en plus, je vais calculer l'efficacité spectrale. Donc, par définition, c'est le taux binaire divisé par la largeur de bande occupée. Donc, on peut voir à partir du table, c'est 7 taux binaire qui est fixe, divisé par la largeur de bande occupée, ou nous pouvons aussi utiliser les équations qu'on vient de développer. Donc, voici pour le MPSK, c'est log 2m par Hertz, et c'est pour ça que plus que m est grande, plus que l'efficacité spectrale va monter. Mais c'est exactement le contraire pour le MFSK. Plus que M est grand, plus que l'efficacité spectrale va chuter. Pourquoi? Parce que j'ai log de M divisé par M, et le M est une fonction qui va croître plus vite que le log de 2. Donc, finalement, c'est le 1 sur M qui domine et ça va empirer. Donc, on peut aussi voir maintenant comment est-ce que nous allons calculer c'est quoi le EB sur N0 nécessaire, mais on utilise nos équations ici. Donc, nous avons les équations pour la probabilité d'erreur de FSK, MPSK, et on va simplement fixer
le taux binaire est 10 à la moins 5 et chercher c'est quoi le EB sur N0 nécessaire. Et remarque ici que plus que K est grande, plus que j'ajoute des points dans la constellation, le EB sur N0 exigé va monter pour le MPSK. Pourquoi? C'est parce que les courbes de probabilité d'erreur vont de plus en plus loin de l'origine. Donc ici, c'est combien qui en perdent chaque fois. Remarque qu'entre QPSK et BPSK, il n'est pas visible cette différence. Malgré qu'il y a un facteur de 2, 10 à la moins 2 à 10 à la moins 5, 1 à 10 à la moins 5, pour le EB sur N0 exigé, c'est presque le même. Donc, pour le MFSK, on a le contraire. Plus que nous allons agrandir la constellation, on aura de moins en moins EB sur N0 nécessaire. Donc, on peut imaginer des situations assez différentes où nous allons chercher PSK versus FSK comme une solution. Donc, pour le FSK, c'est ce qui est intéressant. Plus que je vais agrandir M, moins est-ce que j'aurai besoin de EB sur N0. Donc, si j'ai un système qui est limité en puissance, un système avec peu de puissance disponible, EB sur N0 est très restreint, je vais chercher une solution MFSK. Imagine le contraire, que j'ai une situation où j'ai vraiment très peu de largeur de bande disponible. Très peu de largeur de bande disponible. Qu'est-ce que je vais faire? Mais à ce moment-là, je vais chercher peut-être MPSK parce que c'est une solution qui est très efficace spectralement. C'est toujours certain que quand je dis c'est limité en largeur de bande, c'est un peu pour quel contraste. Donc, quand on parle de 1, c'est peut-être pas absolu parce que j'ai très peu de EB sur N0, mais j'ai beaucoup de largeur de bande. J'ai très peu de largeur de bande, mais j'ai un peu de EB sur N0. Donc, c'est relatif. Mais en gros, il y a deux catégories. Lequel qui est plus important, d'être efficace spectralement ou d'efficace en puissance? Donc, un système qui, pour l'application spécifique, ce système, il exige d'être très efficace en puissance. On appelle ça un Power Limited System. Et quand on exige qu'il en soit très efficace spectralement, on appelle ça un Bandwidth Limited System. Donc, pour l'efficacité spectrale, nous avons maintenant nos expressions, comme j'ai mentionné tantôt, le MPSK, le MQAM, il y a la même efficacité spectrale. C'est le MFSK qui est différent. Ici, c'est le logarithme de 2m, et ici, c'est divisé par m qui le fait un comportement complètement différent. Bien sûr que nous avons nos expressions pour la probabilité d'erreur et nous pouvons chercher une efficacité en puissance à partir de ces expressions. On va toujours avoir une métrique, comparer la performance pour une certaine M, comparée avec QPSK. C'est notre règle d'or pour la performance. Donc, prenons MPSK, MQAM. Nous avons fait MPSK et FSK avant, mais MQAM et MPSK, ils ont la même efficacité spectrale. Donc, ce qui est différent, c'est surtout en efficacité en puissance. Donc, ici, c'est la perte asymptotique vis-à-vis QPSK. Donc, QPSK, il y a 0 perte vis-à-vis QPSK, BPSK, même chose. L'efficacité spectrale BPSK, QPSK, 1 bit par seconde par hertz, 2 bits par seconde par hertz. Ici, si on parle de QAM ou de MPSK, il n'y a pas de différence pour BPSK, QPSK. Ici, je commence avec 8, 16 et 64 à voir des différences dans la stratégie. Pour 8 PSK, c'est toujours au point de constellation, sont toujours autour d'un cercle. Donc ça, c'est la solution MPSK. 16 PSK, je vais ajouter encore. Mais pour 16 QAM, je vais être toujours en 2 dimensions, mais j'abandonne le cercle et j'utilise plutôt une géométrie rectangulaire. Donc, ça c'est le 16 QAM
Ici, c'est plutôt le PSK. Donc, pour l'efficacité spectrale, 16 PSK, 16 QAM, ils ont la même efficacité spectrale. C'est 4 bits par seconde par hertz. Mais il y a une grande différence ici dans la probabilité d'erreur. Donc, en exigeant cette symétrie dans le domaine espace du signal de 2 dimensions, finalement, mes voisins les plus proches sont plus proches, une fois que j'ai normalisé pour avoir la même énergie moyenne par bit, que quand j'ai une constellation en 2 dimensions qui peut être rectangulaire. Donc, ici, on a choisi 8 PSK et 16 QAM parce qu'ils ont presque la même perte vis-à-vis QPSK, mais un est plus efficace spectralement. Donc, pour cette raison, nous allons de tendance de préférer le QAM à l'MPSK. Donc, pourquoi est-ce qu'il existe MPSK? Si je vois ici que l'efficacité spectrale pour QAM est meilleure, pourquoi avoir le choix de PSK? Mais il y a d'autres raisons pratiques qui on ne discute pas nécessairement quand on parle d'efficacité spectrale ou de probabilité d'erreur par symbole, mais il y a toujours la troisième raison, c'est le coût. Donc, ça se peut que je peux utiliser des composants moins chers en utilisant une solution avec ce genre de symétrie. Par exemple, si j'ai un amplificateur RF qui a des régions de performance non linéaire, si j'ai ici un signal qui a toujours la même puissance, parce que c'est toujours la même distance de l'origine, je ne vais pas me passer dans les régimes où l'amplificateur est non linéaire, par exemple. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles c'est plus cher d'avoir une solution ici pour le QAM. Une autre raison, c'est pour la détection différentielle. Très, très facile à faire avec l'MPSK. Très bon marché, pas besoin de faire le poursuite de la phase. Difficile d'avoir cette même performance avec la MQAM. Donc, c'est toujours la troisième raison, troisième bilan à faire pour un système de communication qui va jouer sur le choix de FSK et QAM. Parce que s'ils sont juste les deux autres critères, l'efficacité en puissance et l'efficacité spectrale, je vais toujours préférer le QAM. Donc, nous avons les mêmes informations ici dans la courbe de probabilité d'erreur qu'on a vu dans la colonne des pertes vis-à-vis QPSK. Donc, j'ai le graphique de 8 BPSK QPSK. Après ça, c'est la version différentielle de BPSK. Donc, on peut voir que comportement pas très différent, mais beaucoup plus bon marché. Et bien sûr, l'efficacité spectrale des deux solutions sont les mêmes. Donc, en comparaison de QPSK et DQPSK, finalement, ça c'est BPSK. La différence, très peu de probabilité d'erreur, très peu de pertes. Bien sûr, le QPSK est 2 fois plus efficace spectralement. Il y a une version différentielle pour le QPSK aussi. Et aussi, les coûts est moins élevé. Donc, même si on a une seule comparaison, c'est la performance, on peut utiliser ça et nos équations pour l'efficacité spectrale et notre connaissance de performance vis-à-vis le coût pour faire le bilan final. 8 PSK encore, il y a une performance similaire à 16 QAM, mais 16 QAM plus efficace spectralement. Donc, 3 bits par seconde par hertz versus 4 bits par seconde par hertz. Et bien sûr, si je vais à 16 PSK, je peux voir que si je peux avoir 60 QAM, même performance en probabilité d'erreur, pour une efficacité spectrale beaucoup mieux pour le 64 QAM. On va aller juste un petit peu dans l'histoire pour voir comment est-ce que ces formats de modulation ont été exploités. Donc, dans les années 60 jusqu'à l'année 80, nous avons eu des améliorations importantes pour la ligne de perte torsédée à la maison. Donc, ici, c'était une largeur de bande qui était plus ou moins fixe. Dans les années 60, c'était un peu pire, mais les pertes torsédées à la maison avec des petites améliorations des composants sur la ligne, on arrive à une largeur de bande de 2,4 kHz.
Et avec ce 2.4 kHz, on a fait le mieux qu'on peut. On a commencé avec PSK, mais bien sûr qu'avec des composants de payer un petit peu plus cher, nous allons aller sur QAM. Et avec ça, nous avons augmenté le taux de transmission jusqu'à 19 kilobits par seconde. Après ça, dans les années 90 jusqu'à 2000, nous avons amélioré le taux de transmission beaucoup. C'est toujours sur les paires torsedées et nous avons utilisé plus d'argent. Surtout c'était pas vraiment plus cher, c'était moins cher parce que le VLSI, c'était plus complexe. Donc, c'est plutôt la complexité qui a monté. C'est certain qu'avec les années, avec les années, malgré d'avoir augmenté la complexité, le coût a baissé quand même. Mais pour nous, c'était la complexité qui a été ajoutée pour améliorer la performance. Donc, on a fait augmenter un peu la largeur de bande disponible. Donc, c'est toujours le paire torsedé. Encore, on a amélioré les composants sur la ligne pour permettre un petit peu plus large. Donc, il y avait des composants au fur et à mesure de la centrale vers chacune des maisons qui a limité la largeur de bande. On a enlevé ça, mis des composants qui permettaient d'exploiter, c'était vraiment la limite de la paire torsedée, donc c'était 8 kHz. Donc, entre le 8 kHz et une QAM qui était de plus en plus grande, on a réussi à monter jusqu'à 56 K par la paire torsedée. Ici, on parle de Trellis Coded Modulation. C'est là que nous allons voir, après la semaine de lecture, dans la deuxième moitié du cours, nous allons voir comment est-ce qu'on peut ajouter encore de complexité pour corriger les erreurs. Donc, malgré le fait qu'avec chaque QAM, je vais pousser la probabilité d'erreur, la cascade va être de plus en plus loin de l'origine, mais j'utilise des complexités pour être capable de vivre avec ce besoin de EB sur N0 plus important. Donc, c'est ça pour notre discussion de comparaison FSK, PSK, QAM pour l'efficacité spectrale et la probabilité d'erreur.